Bonjour Sébastien. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur Cryptost. Ça faisait, je crois, on en discutait peut-être 4 ans que tu n'étais pas apparu officiellement sur la chaîne YouTube de Cryptost pour un podcast. Donc il fallait. C'est un bon moment pour un retour, parce qu'il s'en est passé des choses en 4 ans dans le Exactement, en 4 ans, métaverse. ça a beaucoup bougé. Il y a eu énormément de choses et on va en discuter. Après, bon, tu as eu l'occasion d'apparaître sous d'autres formes sur Cryptost, notamment dans le Cryptost 21, plusieurs fois d'ailleurs, dans les 2 éditions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon. Je ne sais pas vraiment si je dois t'introduire à nos auditeurs parce que je pense quand même que les gens te connaissent ou du moins connaissent ton projet, mais je vais quand même, évidemment, c'est la coutume, te laisser le faire. Bien Donc je sûr. veux bien que tu nous expliques un petit peu, voilà, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que The Sandbox. Tout à fait. Je m'appelle Sébastien Borgé, je suis le cofondateur et CEO de The Sandbox. The Sandbox qui est un monde virtuel décentralisé où quiconque peut devenir un créateur, faire des contenus en 3D, des expériences, des jeux et les publier sur une carte qui possède un nombre fini de terrains virtuels, qui sont des lands, des NFT. Et grâce à la technologie blockchain et NFT, on va aussi pouvoir pleinement posséder et monétiser leur création comme bon leur semble. Je suis aussi le président de la Blockchain Game Alliance, qui est une association qui compte désormais 600 membres et la mission principale est la suivante, c'est de démocratiser la technologie blockchain au sein de l'industrie du jeu vidéo et montrer ce que font les acteurs du jeu vidéo qui utilisent cette technologie, justement. Parce que toi, je sais que tu es quand même un passionné de gaming de base. D'ailleurs, Sandbox au départ, en 2011, c'était pas encore un jeu blockchain. Initialement, c'était un jeu. Un jeu 2D d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, après tu as pris ce virage-là du Web3 en 2017, dans ces eaux-là. C'est ça, depuis que je suis adolescent, j'ai eu toutes les consoles, je suis fanat de jeux vidéo, j'ai joué à peu près tout. Et du coup, ça a fait naître en moi un peu cette envie, ce désir de un jour créer mon propre jeu vidéo. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas si facilement accessible. Les métiers, l'apprentissage de la programmation et après les coûts derrière pour monter les équipes. Et en 2011, l'avènement du smartphone, on était vraiment au tout début des smartphones, permettait d'avoir à nouveau cette idée qu'on pouvait faire un jeu vidéo un peu comme une toute petite équipe, une start-up dans un garage. C'est ce qu'on a fait et on a lancé le premier sandbox sur mobile à l'origine, juste un jeu 2D en pixel art qui utilise finalement le toucher du doigt sur l'écran tactile pour permettre de donner vie à des mondes en pixels, les partager. Et de là, vraiment, c'est transformer cette idée que quiconque devenait un créateur de manière assez magique de son toucher de doigt et pouvait partager cette création en ligne avec d'autres utilisateurs. Ça a évolué, ça a permis de faire des 70 millions de créations, dont la plupart sont des jeux, mais on a aussi de la musique, de l'art, etc. Et c'est vers 2017 en fait, qu'on est tombé sur la technologie blockchain et on s'est rendu compte en fait c'était une technologie qui permettait de résoudre certaines problématiques qu'on avait, qui étaient une fois qu'on a des créateurs sur ce jeu, comment on va pouvoir les garder dans le temps. Parce qu'après quelques mois, quelques années, les créateurs passaient à autre chose. On se rendait compte que les récompenser juste sur la réputation, le featuring de leur contenu était insuffisant. Il fallait une forme de revenu et les plateformes Apple et Google Play sur lesquelles ont été publiées ne permettent pas finalement de repartager le revenu aux créateurs, même si ce sont eux qui contribuent largement au succès et aux audiences de nos jeux. D'accord. Et donc là, tout naturellement, tu es parti sur les NFT. Il y a eu une révélation, on a découvert, je suis un peu un geek, un early adopter, je testais très tôt les premiers jeux blockchain, CryptoKitties, et on s'est rendu compte en fait que ce jeu, sous une apparence très simple qui était d'élever des chats virtuels, nous apportait quelque chose d'assez fort qui était de pouvoir acheter des chats virtuels à d'autres joueurs et non pas aux développeurs uniquement, de pouvoir les acheter sur un site internet séparé du jeu qui s'appelle OpenSea, qui est une sorte d'eBay marketplace, et de pouvoir payer en crypto-monnaie, en Ether à l'époque, au lieu de faire les achats avec une carte bleue. Et ça, c'est 3 points révolutionnaires qui venaient. Il s'est dit, mais si au lieu d'acheter les chats virtuels, on achetait les créations d'autres joueurs et quiconque pouvait faire son contenu NFT pour le vendre à quelqu'un d'autre. Et de là est venue l'idée, mais en fait, c'est ça la solution à notre problème. C'est comme ça que les créateurs vont pouvoir monétiser. Ok, donc là, on a vraiment le cheminement et je trouve très intéressant de l'avoir voilà, on part d'un jeu, on trouve une espèce de problématique et finalement, on la résout avec la blockchain, donc en 2017. Bon, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. The Sandbox, maintenant, c'est beaucoup plus vaste que
Ça l'était au départ, ça n'est d'ailleurs plus un jeu mobile maintenant, c'est un jeu qui n'a pas de version mobile. D'ailleurs, j'avais cette question éventuellement à te poser. Ouais. Est-ce que c'est prévu à l'avenir d'avoir un jeu mobile sur The Sandbox, une version mobile? Alors, tout à fait. Sandbox, donc depuis 2017, on développe la version blockchain désormais, qui se veut multiplateforme, 3D, multijoueur. C'est des choses qui manquaient à la version mobile précédente. On a lancé plusieurs outils. Désormais, ce n'est pas seulement un jeu, c'est une plateforme avec un éditeur 3D qui s'appelle VoxEdit pour faire les contenus et les animés. Un outil de création de jeu, le Game Maker, qui permet de faire des expériences sans aucune connaissance en programmation. La map, qui reprend les terrains virtuels et les neighborhoods. La marketplace et le jeu, enfin le client pour télécharger et jouer au jeu. Ce client et ces Game Makers, tous ces outils sont disponibles sur PC et Mac seulement, sur desktop on dit. Et au final, on regarde, Sandbox est toujours en alpha. On n'a pas encore lancé Sandbox en bêta, ni ouvertement au grand public. On pense que cette année sera le lancement de la bêta et d'ici 2025, on sera en version 1.0, grand public et avec du mobile aussi, puisque ça revient un peu à l'ADN et nos origines de Sandbox. Ça sera plus sur la partie expérience, pouvoir rejoindre ses amis, jouer avec eux sur des expériences de la map depuis n'importe où. Et les outils de création resteront a priori plutôt sur PC et Mac, parce qu'ils fournissent une meilleure agilité. C'est compliqué de créer sur mobile en effet. On l'a fait auparavant, mais c'est beaucoup moins efficace, de la taille limitée des écrans. Ok, donc bêta potentiellement cette année et un lancement grand public en 2025. Et donc là, à l'heure actuelle, moi en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je peux aller faire dans The Sandbox? Ça ressemble à quoi? Alors, tu peux faire déjà énormément de choses dans ce Sandbox. C'est ça, peut-être beaucoup de personnes connaissent ce Sandbox de nom, mais ne sont pas allées voir Sandbox exactement. Donc cet éditeur, VoxEdit, permet de créer des contenus en 3D, de les animer, de les transformer en NFT, les minter, et de les mettre en vente sur la marketplace qui est live. Donc notre marketplace sous Polygon est lancé et n'importe quel créateur peut vendre des contenus depuis fin décembre de l'année dernière. Tu peux acheter un land. On en a cette carte de 166 464 terrains virtuels. Un land, c'est un espace dans lequel tu vas pouvoir publier ton expérience pour que d'autres utilisateurs puissent jouer. Et depuis fin octobre, sur ce land, tu peux publier ton expérience et la rendre accessible à tous, sans aucune modération. Et on voit un progrès incroyable. En l'espace de quelques mois, on a 1000 expériences faites par les créateurs qui sont désormais disponibles sur la carte, jouables avec des contenus très divers et variés. Le Game Maker est disponible et il continue d'être mis à jour très régulièrement. Tous les 3-4 mois, une nouvelle version sort. La dernière en date, fin d'année 2023, a apporté des gros changements au niveau de la capacité multijoueur, des nouvelles règles de jeu. Donc en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, peut-être, c'est qu'ils ont testé Sandbox il y a 1 ou 2 ans et ils ont dit ouais, c'était peut-être très tôt encore. Si tu reviens dans Sandbox, tu peux voir que la qualité graphique a largement augmenté, surtout toutes les possibilités, la diversité du gameplay, la richesse des expériences, etc. a aussi augmenté, ce qui permet de passer plus de temps, d'avoir plus de fun, etc. On a aussi, et pour la partie jeu, on a très régulièrement des événements qui vont durer plusieurs semaines et sur lesquels les joueurs vont pouvoir utiliser leur avatar, ils peuvent aussi acheter des avatars d'ailleurs sur Sandbox, pour collectionner des récompenses et des NFT en complétant des quêtes à travers ces expériences-là. Donc finalement, l'idée, elle est très simple, c'est que maintenant quand tu rentres dans Sandbox, tu as pléthore de contenus à explorer, tu peux passer du temps et les utilisateurs passent en moyenne un peu plus d'1 heure par jour dans le métaverse à explorer avec leur avatar, s'amuser avec leurs amis. Donc on peut voir petit à petit les différentes briques se mettre en place et la communauté grossir, les utilisateurs grossir. Okay. Et on met l'accent principalement encore sur les créateurs en premier. On pense qu'une plateforme comme Sandbox, c'est avant tout une plateforme de user-generated content. Notre mission, dès le départ, c'était de soutenir et permettre à quiconque de devenir un créateur grâce à l'accessibilité de nos outils, grâce au voxel, qui est cette représentation graphique assez cubique, un peu comme des Lego, mais qui finalement est universelle, comprise par tous. Pour les amener dans le métaverse, pour leur permettre de créer des contenus. Et avec la diversité des contenus, la richesse des contenus et le succès de certains créateurs qui vont pouvoir désormais commencer à monétiser leur expérience, on espère
que derrière les audiences vont continuer à croître et à croître au fur et à mesure. Et justement, là à l'heure actuelle, au moment où on se parle, il y a à peu près combien d'utilisateurs sur The Sandbox? Alors sur Sandbox, de manière à haut niveau, comment on regarde en fait les différentes métriques. Donc d'abord, on a plus de 5,3 millions d'utilisateurs qui ont un wallet, qui se sont connectés avec un wallet ou qui ont créé un wallet pour la première fois sur Sandbox. On peut penser que c'est un chiffre assez bas si on compare aux métriques traditionnelles du Web 2, 100 millions d'utilisateurs, 1 milliard d'utilisateurs sur certaines plateformes. Mais dans le Web 3, en fait, on compte grosso modo une centaine de millions de wallets qui vont interagir sur les différents services. Donc ça représente une part assez importante et on dit qu'on est l'un des principaux acteurs qui amènent des nouveaux utilisateurs vers le Web 3. On a plus de 27 000 détenteurs de terrains virtuels, ce qui fait qu'on est aussi le métaverse, le monde virtuel décentralisé qui a le plus de possesseurs uniques. Donc la meilleure distribution, la map n'est pas concentrée dans quelques profils uniquement, mais vraiment très distribuée de par le monde. On a ce game maker qui attire les créateurs. Au final, par mois, on a entre 50 000 et 100 000 utilisateurs actifs qui vont soit jouer, soit créer des contenus et participer à toutes les activités que Sandbox a proposées, que ce soit les événements, les expériences des créateurs, les game jams aussi, donc des compétitions dans lesquelles on amène en temps limité, pendant un mois par exemple, une marque va proposer de créer un jeu en utilisant les contenus officiels de la marque. Et les gagnants vont être récompensés, mis en avant sur le terrain même de la marque. Donc Walking Dead, Care Bears par exemple, mettent en avant les gagnants. Et les gagnants vont recevoir du sand, potentiellement un terrain, leur propre terrain s'ils n'en avaient pas un. Et cette mise en avant incroyable de la part des marques. C'est intéressant que tu parles des marques puisque je voulais toucher 2 mots là-dessus avec toi. Il y a eu cette petite période en 2022 et je me souviens sur Cryptost on écrivait beaucoup d'articles dessus. C'était vraiment voilà, telle marque entre dans le métaverse, partenariat avec The Sandbox. Il y en a eu énormément, des banques, des artistes de musique, des grandes marques de luxe, des grands de la distribution aussi. Je ne sais pas si on peut citer tous ces noms-là parce que je ne sais pas si vous êtes encore en collaboration avec eux, tous en tout cas. Mais bref, il y a eu énormément de marques différentes et aujourd'hui c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça s'articule en fait, à quoi ça ressemble. Ça fait 2 ans, on ne savait pas vraiment ce qu'ils allaient faire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça Bien donne sûr. en fait quand il y a un partenariat comme Alors, ça? Actuellement, Sandbox, on compte un peu plus de 800 partenaires dans le monde, pas qu'en France, ou en Europe ou aux États-Unis. Parmi ces partenaires, on va avoir d'un côté 400 marques, des licences dans le divertissement, la musique, le sport, le jeu vidéo. Carrefour qui a acheté son terrain, mais tu as Warner Music dans la musique, Ubisoft dans le jeu vidéo, Habbo et Habbo Hotel, Snoop Dogg, Paris Hilton, Time Magazine. Et après, tu as des marques aussi de différentes régions du monde. Sandbox est quand même beaucoup présent, et surtout en Asie, et je vais revenir sur ce sujet-là. Vu que ça fait 2 ans, on est bien loin de juste l'effet d'annonce d'une marque achète un terrain. La plupart ont déjà non seulement acheté un terrain, lancé leur expérience, parfois lancé plusieurs expériences, fait qu'elles étaient très satisfaites de l'engagement, de la loyauté que ça a pu générer, lancé des collections d'avatars. Donc on peut parler d'Ubisoft qui a lancé une expérience avec Captain Laserhawk, leur dernière série sur Netflix, qui a lancé une collection d'avatars, les lapins crétins. Carrefour a lancé une collaboration avec NFBees, les abeilles. C'est un jeu autour d'apprendre à protéger l'environnement et les abeilles, et en partenariat avec Fondation de France. Et tous les revenus générés par cette expérience, donc les activités des joueurs ou l'achat d'abeilles virtuelles sous forme de NFT, a été reversé à la Fondation de France pour avoir un impact concret dans le monde réel, le monde physique. Donc ça, c'est un beau succès aussi. Et après, on a eu des expériences récemment avec Lacoste, avec Warner Music, avec Notorious Big, qui est un rappeur hip-hop très célèbre, avec Jamiroquai, avec Steve Aoki. Tout ça, c'est jouable en ce moment même sur le Love and Music Festival, qui est disponible depuis février sur la map. On a eu Gucci qui a lancé 2 fois des expériences. On a un grand nombre déjà de retours sur expérience de la part des marques. Et au fur et à mesure, ça affine le modèle, la compréhension de ce qui est possible de faire dans le métaverse.
l'audience, mais pas que l'audience, en fait, l'attention que ça génère. Parce qu'un utilisateur qui passe du temps dans le métaverse, il ne passe pas 10 secondes en général, il passe 30 à 60 minutes en moyenne. C'est un temps premium incroyable qu'a une marque pour finalement délivrer un message, éduquer un utilisateur sur ses valeurs, lui apprendre de nouvelles choses et au final le récompenser avec un asset digital. Et cet asset digital, c'est l'NFT qui va lui permettre de continuer à derrière créer des nouvelles activations et engager ce membre de la communauté, ce fan, que ce soit dans le monde physique avec je sais pas, du digital, des accès VIP à certaines expériences, événements, concerts, etc. On peut parler d'exemple de Agoria, qui est un DJ français très célèbre. On parle beaucoup de lui en ce moment, vous avez peut-être vu son affiche dans le métro. Agoria qui a une exposition au musée d'Orsay. C'est le premier artiste musical français qui a pu mettre ses NFT dans un musée. Et on a lancé avec lui son expérience, sa collection d'avatars qui est One Life to Body, qui permet, au moment à quelle heure de la journée on joue, l'apparence et les fonctionnalités de l'avatar vont changer jour ou nuit. Et les détenteurs de ce NFT ont eu un accès VIP à cette incroyable performance au musée d'Orsay qu'il a eu hier soir par exemple. Donc c'est le genre de choses qui fait qu'être fan d'un artiste, être fan d'une marque, jouer dans son univers, découvrir son univers, se rapprocher, ça a une utilité concrète et cette utilité elle se manifeste très souvent dans Sandbox. Et après on a des marques comme Ledger aussi, que je pense que les lecteurs de Cryptost connaissent très bien, qui a déployé School of Block dans le Sandbox. Il a fait 2 expériences, pareil. Une expérience à vocation éducative autour de la sécurité, qui a été primée, a reçu un grand nombre, qui a été l'une des expériences les plus vues en termes d'audience l'an passé, et qui a permis d'éduquer les utilisateurs de manière très intuitive au concept de la sécurité dans le Web 3, tout en participant à la création d'un univers, les propres personnages de Ledger, etc. et gagner des ledgers physiques. Et la deuxième expérience a été même de customiser son propre ledger, voir comment il était fabriqué dans l'usine à Vierzon, etc. Pareil, c'était assez intéressant. Et je pourrais passer des heures comme ça à décrire pas que des expériences françaises. Là, j'insiste un peu sur les françaises parce que c'est probablement l'audience de Cryptost, mais Sandbox a une énorme présence en Asie. L'Asie, ça représente plus de 30% de l'audience de Sandbox. Le recul qu'a pu avoir un peu le métaverse médiatique en Europe, en France, aux États-Unis l'an dernier, en fait, on ne l'a pas du tout vu en Asie. Au contraire, il y a eu une accélération de l'adoption là-bas et donc ça a permis de Sandbox de se développer davantage en Corée, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, en Thaïlande, à Taïwan, en Inde. Et de là-bas, à chaque fois, faire des land sales, amener des labels de musique, des marques connues, des célébrités connues de là-bas et donc amener une audience encore plus internationale et cosmopolite qui contribue à apporter la richesse de leur culture, de leur contenu dans le métaverse et à faire des collections d'avatars, des créations, des contenus très variés. D'accord, mais c'est intéressant ce que tu expliques puisque comme tu l'as bien précisé, c'est vrai qu'on a eu un peu une perte de hype autour du métavers sur ces derniers mois. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe finalement en Asie et on en parle souvent sur Cryptost et on en discute même pas mal aujourd'hui à NFT Paris. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Asie et on voit qu'il y a un peu cette scission entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Nous, on n'arrive pas trop à savoir ce qui se passe là-bas, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se développe. Et du coup, vous, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Sur tout ce qui est Metaverse Gaming, j'ai un peu le sentiment qu'en Asie, ça va beaucoup plus vite que chez nous en Europe. Est-ce que c'est vraiment le cas ? En général, le sentiment, c'est que tout va beaucoup plus vite en Asie qu'en Europe. Il y a une appétence, une compréhension pour le jeu vidéo, l'Internet, la technologie qui n'est pas démontrée. Mais maintenant, on voit le rayonnement de la culture asiatique. Moi, j'ai grandi avec tout ce qui est la Japanimation qui a progressé en Europe. Maintenant, je pense que les jeunes générations elles connaissent tout ce qui est la K-pop, K-culture, etc. avec les dramas, la food, la K-food, etc. qui ont vraiment percé dans le monde et deviennent dominants. Là-bas, c'est assez naturel d'avoir un avatar, de jouer à des jeux vidéo. C'est accepté comme norme sociétale. Personne ne va remettre en question que si tu joues aux jeux vidéo, tu es un geek ou c'est pas normal, etc. Non, parce que tout le monde le fait dans le métro, tout le monde le fait chez soi. Quand on se retrouve entre amis, on va jouer à des MMORPG ou s'affronter. On comprend aussi beaucoup mieux la notion
de NFT et de la valeur que peut avoir un asset digital, peu importe qu'il soit numérique ou pas, finalement, les gens sont prêts à débourser des montants importants pour acheter des épées, des boosters, des avatars, etc. Donc la transition vers la blockchain, la cryptocurrency et les NFT s'est faite assez naturellement. Et les marques aussi, en fait, elles comprennent assez rapidement les possibilités qu'offre le métaverse pour elles à créer des activations, à engager des audiences, à développer des nouveaux loyalty programmes avec ce qu'on appelle tout ce concept de ownership relation management. Le NFT, c'est un moyen de réactiver une audience avec qui elles ont perdu un lien parce que lorsqu'elles sont sur les plateformes de type social media en Web 2, en fait, elles n'ont pas le lien avec l'utilisateur. Elles sont obligées de payer la plateforme pour les recibler avec de la publicité. C'est incroyable alors que c'était sur leur propre audience. Et les choses bougent relativement vite en Asie. Qu'à un moment où ils ont décidé d'avancer sur quelque chose, on peut voir qu'ils peuvent déployer très rapidement. Et donc nous, on apporte une solution qui est disponible avec Sandbox, avec des équipes sur place qui vont établir des partenariats avec différentes marques, faire développer un écosystème de créateurs et aussi contribuer à une dimension éducation qui est assez importante. Sandbox est enseigné dans des écoles, dans des académies, des universités, à Hong Kong, en Corée, au Japon, en Thaïlande. Ils comprennent les métiers liés au métaverse, ils comprennent la creator economy, le fait qu'on puisse vivre et dégager un revenu qui peut devenir de simple argent de poche à un revenu substantiel de ses activités en ligne. Et il n'y a encore une fois aucun a priori, dire mais qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi ton métier, créateur en ligne, c'est pas un vrai métier. Non, même pas la question se pose. Alors qu'en France, on peut souvent, ou en Europe, on va avoir une position un peu plus reculée, on va être un peu le simple concept de vouloir apprendre l'éducation financière. En apprenant le plus tôt possible à des enfants, à des adolescents à comprendre les bases de la finance, les bases de la gestion financière, d'économiser, d'investir, de placer, etc. En fait, c'est les équiper pour l'avenir. Et en Asie, ils le comprennent, ils le font très tôt, ils leur permettent d'expérimenter. En Europe, on va être très protecteur, on va dire qu'il faut être majeur avant de commencer à comprendre ça ou à pouvoir toucher. Mais si on attend d'être majeur, on a 15 ans de retard presque par rapport à ce qui se passe en Asie. Donc en fait, on crée un gap de plus en plus important. Donc voilà, il y a toute cette dimension culturelle, cette norme sociale, cette appétence pour la technologie, le jeu vidéo, qui font que ce sont des pays beaucoup plus aptes. Et après, l'Asie, ça reste un continent important. On va retrouver aussi des pays pour lesquels les activités dans ces plateformes Web3 leur permettent de dégager un revenu qui est, même si c'est de quelques centaines de dollars ou d'euros par mois, là-bas représente une part importante du salaire. Et donc on comprend que dans un monde post-Covid, avec l'inflation, etc., participer à la creator economy, gagner des récompenses en jouant aux jeux vidéo, ça peut être des options très intéressantes pour justement générer un revenu et en même temps rattraper le retard qu'ont pu acquérir ces pays parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la même chance sur les plateformes Web 2.0, un accès équitable à la monétisation et l'attention des joueurs. Finalement, c'est pas si étonnant quand on parle de gaming et quand on voit qu'en Asie, c'est quand même là où il se passe le plus de choses dans ce domaine-là. Moi qui suis un petit peu dans le monde du jeu vidéo, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de là-bas, beaucoup de compétitions qui se passent là-bas, beaucoup d'équipes qui gagnent là-bas. Et donc c'est pas étonnant et c'est intéressant de voir que ça prend ce chemin-là aussi dans le Web3. Et j'avais une autre question, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, ce terme de métaverse qui a perdu un peu de sa superbe récemment. Alors je voulais te parler de ce moment où Facebook s'est renommé en Meta et où le monde entier a découvert le terme métaverse. Vous étiez déjà positionné dessus, c'était pas nouveau pour vous, mais ça a mis un vrai coup de projecteur sur Sandbox et sur les quelques métavers concurrents qu'il y avait dans le domaine Web3. Et je me demande si ça a vraiment été une bonne chose ou pas pour vous, parce que j'ai un peu l'impression que ça a mis une grosse pression. On a eu des attentes très fortes envers le métaverse quasiment instantanément. On entendait tout le monde dire c'est l'avenir, ça va se passer comme ça. Et vous étiez peut-être pas encore prêt finalement à relever ça. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu penses que c'était vraiment un coup de pouce ou plutôt quand même un coup de pression? Moi je pense que d'abord,
Il faut vraiment voir le concept du métaverse comme une avancée technologique importante qui va bouleverser la manière dont on interagit entre utilisateurs, ce qu'on va pouvoir créer, les expériences qu'on va pouvoir voir sur les différentes plateformes qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Et c'est une transformation qui ne va pas se produire du jour au lendemain. Comme toute transformation technologique, on regarde et on compte en décennies actuellement. Le smartphone, il passe à une décennie. L'Internet, on est à 3 décennies. Le jeu vidéo, les MMORPG, etc. On est encore vraiment très tôt dans la construction du métaverse. Est-ce qu'on a mis le coup de projecteur beaucoup trop tôt? Je pense que non, parce que finalement, dans la construction du métaverse, qu'a fait Facebook en se renommant Meta, c'est effectivement donner une tendance, et ils l'ont reconfirmé récemment dans une interview de Mark Zuckerberg, et pas seulement lui, Tim Sweeney chez Epic, et David, le CEO de Roblox aussi, etc., ont confirmé leur intention et le fait qu'ils continuent à construire le métaverse. Mais ils ont ramené les attentes du grand public, qui un peu le grand écart que peut avoir le marketing par rapport à la technologie, sur dire on va continuer à le construire, ça va risquer d'être coûteux. Il y a des enjeux de bande passante, de stockage, de coûts de création, etc. Mais on sait qu'on tend vers là et ça, on ne peut pas le retirer. Et après, on ne contrôle pas forcément, nous, le moment où finalement l'intérêt général va s'enclencher. Et on ne va pas dire, bah non, bah, nous, on ne fait rien. Il faut aussi, quand on est entrepreneur, souvent, on dit, quelle est la cause d'un succès d'un entrepreneur? C'est le bon produit, à la bonne audience, au bon moment. Plusieurs entrepreneurs pourraient avoir la même idée, la même exécution, 10 ans trop tôt, 10 ans trop tard, et c'est l'échec. Donc, je pense que Sandbox existe depuis 5 ans, grosso modo, sur le métaverse. Nous avons la capacité financière à continuer à développer Sandbox pour les 10 prochaines années. Ça a placé Sandbox dans l'univers du métaverse à une position qui, je n'ai pas envie de dire un leader dans le monde décentralisé, mais on a une existence, les gens nous connaissent. Mon objectif, c'est que désormais les gens, pas juste nous connaissent, mais les gens viennent jouer, viennent créer davantage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de regret ou de dire ah non mais c'était trop tôt, etc. Non, on a toujours la mise en avant, une telle mise en avant, si on voulait la générer nous-mêmes, elle coûterait des montants hallucinants en marketing. Donc non, c'est au contraire le succès de n'importe quel acteur, n'importe lequel d'entre nous, que ce soit Fortnite, Roblox, Facebook, Decentraland, Otherside, etc., est essentiel. Et donc nous, c'est tout ce qu'on souhaite en fait. C'est pas qu'on travaille pas du tout en compétition. Je pense qu'on veut amener de plus en plus d'utilisateurs et développer une norme sociale, développer une compréhension des usages du métavers. Et donc derrière, évidemment, on continue à travailler, à construire, à mettre à jour, et c'est ce que les gens, qu'ils suivent Sandbox ou pas, peuvent voir. Il y avait une autre tendance aussi dont je voulais parler. On a eu Internet, on a eu la blockchain, il y a l'intelligence artificielle. C'est le sujet dont tout le monde parle depuis à peu près 1 an, notamment avec l'arrivée des ChatGPT, Midjourney, etc. L'intelligence artificielle pourrait potentiellement avoir la capacité de changer ce qui se passe dans la blockchain, mais aussi dans le monde du gaming. Est-ce que vous, quand vous êtes positionné un peu sur les deux, sur le métaverse, est-ce que vous pensez que sur The Sandbox, il y a moyen d'intégrer l'intelligence artificielle? Est-ce que, en tout cas, ça pourrait vous aider à développer de nouvelles choses peut-être avec The Sandbox? Alors tout à fait, hein, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un outil finalement qui nous permet d'accélérer la création de contenu et pas mal d'autres choses. Donc je vais essayer d'en faire un peu un inventaire. D'abord, on utilise en interne l'intelligence artificielle pour améliorer les concepts que l'on produit sur les expériences, améliorer la qualité de tout ce qu'on rédige et comment on communique, etc. Ensuite, l'intelligence artificielle, on essaie de la mettre à disposition des créateurs pour la génération de contenu en 3D ou la génération de terrain. Parmi les différents cas d'usage de l'IA, on va retrouver au sein de Sandbox plusieurs, notamment la possibilité déjà de rendre le métaverse plus sécurisé, en réduisant tout ce qui va être la toxicité, les conversations malsaines. L'IA est déjà en place et modère tous les chats dans plusieurs langues, sans que l'utilisateur le sache, mais contribue à avoir une expérience plus sécure et agréable.
On regarde de très près avec nos équipes tout ce qui va être la génération de contenu 3D ou même d'expérience, juste à partir d'un prompt textuel. Et on a des partenariats avec Scénario, avec Layer AI et d'autres solutions pour avancer sur ce sujet-là. On a fait des gros progrès et on teste. Et je pense que lorsqu'on sera prêt, on mettra ça à disposition des créateurs. Ensuite, on regarde de très près à tout ce qui va être l'expression des avatars, le body movement, les emotes, etc. Et on utilise pour ça non plus des motion tracking suits, donc des vestes spéciales de capture de mouvement, mais on va utiliser l'AI qui applique filmer avec un iPhone une vidéo et on détecte le mouvement de vrais humains et on l'applique sur des avatars. Donc ça contribue à augmenter l'immersion. On applique aussi l'AI par rapport à tout ce qui va être les conversations, notamment tous les NPC, les personnages que vous rencontrez dans des expériences et qui ne parlent quasiment pas ou qui répètent le même script en boucle. Désormais, ils vont pouvoir avoir des conversations beaucoup plus riches. Et quand vous avez des conversations plus riches avec des NPC au point que vous ne pouvez plus distinguer si c'est un humain ou un NPC, ben vous allez passer beaucoup plus de temps avec eux. Et ça va être, je pense, très intéressant. Et d'autres sujets comme la musique, la génération d'ambiance, de son en fonction de l'action que peut avoir l'avatar, etc. Est-ce que, moi j'ai une question, même si je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce que vous pouvez proposer avec The Sandbox, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une évolution de scénario en fonction de ce que fait le joueur, que ce ne soit pas juste des scénarios préécrits où on a comme des arbres de scénarios, là on pourrait partir dans des scénarios complètement farfelus avec l'IA. Alors je pense que c'est vraiment c'est une très bonne idée en fait d'avoir des expériences qui soient non linéaires. Actuellement, quand on produit une expérience avec le Game Maker, il faut quand même définir les quêtes, les missions, les objectifs. Et donc la plupart vont soit exécuter quelques-unes en parallèle, soit il y a quand même une séquence logique pour passer d'une à l'autre. Pour ouvrir la porte et passer à la mission B, il faut trouver la clé avant et pour parler après la clé, il faut aller parler au personnage dans la maison à un tel endroit, etc. Et j'espère qu'on va pouvoir inventer des gameplays soit avec des missions dynamiques, soit en utilisant le rule system de Sandbox, tout le temps renouveler les règles de gameplay et faire qu'on va avoir des jeux multijoueurs assez rigolos et originaux et pourquoi pas même jamais vus. Au final, j'en reviens à cette idée que c'est un outil qui, mis dans la main des créateurs, doit leur permettre d'accélérer les possibilités créatives. Et oui, voilà. Est-ce que tu peux nous donner les grands... qu'est-ce qu'il faut qu'on sache sur Sandbox en 2024 ? La roadmap finalement, voilà. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, on va continuer en 2024 à mettre à jour les différents outils dans le Game Maker, encore plus de possibilités de gameplay, un meilleur onboarding des utilisateurs. On a lancé un programme qui s'appelle le Sandbox Builder Challenge et ce programme en fait permet de récompenser les créateurs qui publient une expérience sur la carte et amènent des joueurs à la plateforme avec un pool de sand. Pour les 10 prochaines semaines, il y a 1 million de sand qui est disponible. Donc vraiment, les utilisateurs qui contribuent à la croissance de la plateforme sont ceux qui vont bénéficier le plus. On va continuer à déployer des nouvelles possibilités pour minter vos propres collections de contenu, des nouvelles capacités pour les avatars, des nouvelles danses, manières de s'exprimer, d'interactions sociales, etc. Tout ça, ça va rentrer en ligne avec cette notion de passer en bêta. Donc la qualité d'expérience du produit augmente. Accélérer le chargement, améliorer l'onboarding des utilisateurs, faire qu'on puisse passer d'une expérience à une autre de manière encore plus seamless. Et quelques belles annonces, je ne peux pas encore donner, mais il y aura une belle saison et des très grosses licences qui arrivent sur The Sandbox. Plein de belles choses à venir donc pour Sandbox et un passage en bêta attendu avec impatience. Donc merci beaucoup à toi pour ton temps. C'était extrêmement intéressant de discuter avec toi évidemment de Sandbox bien sûr, mais aussi de cette partie gaming, cette vision que vous pouvez avoir vous derrière, vous qui travaillez dans ce domaine-là, sur ce qui se passe dans le métavers, ce qui se passe dans le gaming, ce qui se passe aussi en Asie, un domaine un continent qu'on suit un petit peu moins. Donc merci beaucoup pour toutes ces infos et puis je te souhaite évidemment de profiter de NFT Paris et de réussir à accomplir tous ces objectifs avec Sandbox. Merci beaucoup, merci à toi et à bientôt j'espère pour un nouvel épisode pour continuer à suivre les aventures du métavers. Avec grand plaisir. Et j'espère vous y retrouver. Ah oui, potentiellement oui, bientôt. Merci.